Bienvenue dans la rétrospective de la période des questions. Ici Donna Skelly, présidente de l'Assemblée législative de l'Ontario. 1986, quelle année! À l'époque, un trajet en TTC coûtait 45 cents pour les enfants et $1 pour les adultes. On pouvait s'acheter une paire de bas pour 77 cents chez Honest Ed's. Et la population de l'Ontario était d'environ 9 millions de personnes. Regardons quels étaient les sujets d'actualité pour la province à l'époque. Remercier la députée. Question orale, le chef de l'opposition. Monsieur le Président, j'ai une question destinée au ministre de la Consommation et du Commerce. En matière de ce qui a été la déclaration la plus gênante faite par votre gouvernement depuis les 18 mois qui forment le gouvernement. Ma question est très simple. Bien sûr, il a étudié le programme de construction de maisons à Bolton. Je me demande s'il peut nous faire part de ce qu'il sait à propos du contrat d'achat et depuis combien de temps la compagnie, c'est-à-dire le constructeur, avait le droit de prolonger la date. Je n'ai pas ces informations exactes. Vous voulez me dire qu'après que vous et vos collègues aient fabriqué des titres comme Disciplinez-vous ou nous passons aux actes, mais après avoir fait cette déclaration et après tous les discours que vous et vos collègues avaient fait sur les mesures d'assainissement, vous pouvez me dire que vous n'avez aucune idée de par combien de mois les constructeurs devaient prolonger la date? J'ai la réponse et une question pour le ministre. Au terme de l'offre d'achat, tous les acheteurs touchés à Bolton font face à une prolongation de 6 mois. Et en fait, cette prolongation est assurée par la plupart des contrats standards. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi cette déclaration grandiose augmente cette prolongation de 6 mois à 8 mois et vous osez prétendre que vous protégez les consommateurs? Monsieur le Président, le chef de l'opposition doit savoir que cette initiative ne concerne pas un constructeur seulement. Cela vise à régler les problèmes qui existent dans le marché des maisons. Ce que nous essayons de faire, ce que nous avons fait, c'est travailler en collaboration avec les constructeurs des maisons, avec les associations de consommateurs et avec le programme de garantie sur les nouvelles maisons afin d'établir un programme qui sera juste et équitable pour tout le monde. Nous ne parlons pas de questions spécifiques, nous parlons des questions d'ordre général. Monsieur le ministre, nous savons qu'avant que vous entrez en politique, vous étiez agent immobilier. Vous avez un permis pour le faire. Je sais que vous avez vu beaucoup de contrats standards et je sais que vous auriez vu qu'il existe un article standard qui donne au constructeur le droit de prolonger cette période de 6 mois. Si vous voulez me convaincre que vous avez fait quelque chose pour les acheteurs, pouvez-vous expliquer pourquoi vous dites aux constructeurs qu'ils peuvent prolonger de 8 mois au lieu de 6 mois? Monsieur le Président, le député qui connaît la loi, apparemment, doit savoir que si cet acheteur et le constructeur devaient respecter ce contrat, à 6 mois, il n'y aura aucun marché et qu'il n'aurait pas le moyen de faire appel aux lois. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de trouver une solution
qui les empêcherait d'imposer une solution juridique. Ce que le constructeur dit actuellement, c'est que nous n'avons aucune solution, aucun recours. Ce que nous leur disons, c'est que vous avez peut-être raison, mais il y a un problème d'ordre moral et je crois que vous devez respecter le contrat. Et si nous allons en cours, on ne peut pas changer la décision parce que dans le contrat, ils disent qu'ils ont la possibilité de prolonger ce contrat de 6 mois. C'était l'article utilisé par Ryan Holmes et c'est ce que nous voulons attaquer, c'est ce que nous voulons faire pour résoudre le problème de ces acheteurs. Nouvelle question. Le député de York Centre. Nouvelle question. Vous avez dû négocier avec Roderick Lewis et la SDTU. C'est incroyable. Ma question est... Ma question à propos de l'ouverture des magasins le dimanche s'adresse au procureur général ou au solliciteur général. Je me demande si le solliciteur général peut nous dire, à la suite d'un titre que nous avons lu hier, le personnel de magasin ne seront pas obligés à travailler le dimanche, déclare Scott. Pouvez-vous me dire sur quelle loi vous vous êtes basé avant de faire cette déclaration? Je suis d'avis, Monsieur le Président, que si un magasin n'a pas le droit d'ouvrir ses portes le dimanche, ce serait une violation de la loi qui entraînerait des solutions d'ordre civil, pas nécessairement criminel, dans le cas où des employés seront obligés à travailler ce jour-là. Question supplémentaire. Votre déclaration qui a fait les manchettes avait dit que le personnel des magasins ne seront pas obligés à travailler le dimanche. On ne peut pas les obliger à travailler le dimanche. Maintenant, il y a des centaines, des milliers d'employés qui vont à l'ordre. Je sais que la saison de Noël approche. Question supplémentaire. Les employés de la province espèrent recevoir des conseils précis à propos de cette question. Au terme de la loi sur les normes d'emploi, le ministre du Travail dit aux gens qui ont téléphoné, Ms. Gaynor avait dit que si un employé refuse de travailler le dimanche, l'employeur devra lui donner un avis de congédiement ou payer cet employé, mais l'employé a le droit de congédier cet employé. Ma question, est-ce que vous allez confirmer ce conseil ou est-ce que vous allez dire qu'il donne le mauvais conseil? L'honorable député sait qu'il ne fera pas progresser la situation s'il n'arrive pas à distinguer entre les commerces qui sont gouvernés par la loi sur les normes d'emploi et les détaillants qui sont gouvernés par la loi sur les jours fériés dans le commerce au détail. Au terme de cette loi, il y a une série de magasins qui peuvent ouvrir leurs portes le dimanche. À mon avis, il n'y a rien dans la loi qui interdit de donner une instruction à un employé de travailler, mais qu'il y a d'autres déclarations qui ont été faites. Nouvelle question. À l'ordre. Nouvelle question, député de Scarborough-West. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Services sociaux concernant l'électrothérapie ou l'électrochoc pour les personnes qui sont handicapées mentalement. Lorsque vous avez indiqué qu'en septembre, vous aviez des mises de contrôle très strictes concernant l'utilisation des électrochocs et vous avez indiqué que ce serait simplement utilisé après le Cedar Springs.
et à Blenheim, Ontario. Or, à Darcy Place, Midwestern et aux endroits cités plus haut, c'est-à-dire Blenheim, on se servait de ce genre de thérapie. Je vous ai demandé également d'une femme qui allait être renvoyée à Darcy Place parce qu'elle allait recevoir des thérapies électrochocs. Et votre réplique est la suivante. Le député a indiqué que certaines personnes de Durham vont à Darcy, ce qui ne suit pas la norme. Et on leur a dit que plusieurs fois qu'ils n'iraient pas à Darcy. Au contraire, on les aiderait jusqu'à ce qu'ils se réintégrent à la communauté. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi alors cette femme se retrouve à Darcy et reçoit ces traitements, tout comme d'ailleurs un jeune homme de 17 ans? Monsieur le Président, j'aimerais rappeler à l'honorable député qu'à cette époque, moi j'ai dit que plus de nouveaux cas seraient référés à d'autres centres, sauf Southwestern. Les 2 cas dont vous parlez sont des cas qui existaient déjà et faisaient partie des 11 cas de l'époque. Ces 2 personnes ont été transférées à Darcy et ils faisaient partie d'un programme qui a commencé à Durham et continue à Darcy. Il ne s'agit pas d'un nouveau programme. Dans les 2 cas, je dis bien dans les 2 cas, l'approbation des parents ainsi que l'appui et l'encouragement des parents a fait partie de la décision pour que l'on continue ce genre de traitement. J'aimerais également indiquer à l'honorable député qu'à ce moment-là, il y avait 11 cas dans la province de ce genre. Maintenant, il n'y en a plus que 8 supplémentaires. Moi, je pense qu'on devrait en avoir 0 si les choses devraient être dignes de ce nom. En somme, le ministre vient de me dire que le 2 juin, il n'a pas dit la vérité. Je conteste, moi aussi. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Commentaire du ministre inaudible. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. L'honorable député vient juste d'accuser un autre député de ne pas dire la vérité. Retirez ce que vous venez de dire. Bon, d'accord, je le fais, mais j'aimerais également que l'honorable député lise le Hansard du 2 juin que je viens de vous lire et qui dit exactement ce que vous avez dit, ce qui n'est pas conforme à ce que vous venez de dire aujourd'hui, monsieur. D'après votre nouvelle réglementation très sévère, soi-disant, vous auriez le contrôle de qui aura le droit de donner ces thérapies d'électrochoc. Pourriez-vous me dire alors pourquoi le jeune homme de 17 ans qui reçoit ces thérapies par une personne non compétente de 21 ans? Est-ce que vous êtes sûr que le vrai genre de système de contrôle est utilisé par rapport à ces thérapies d'électrochoc? Et pourquoi c'est seulement une personne et seulement une personne qui donne ce traitement? Monsieur le Président, lorsque ceci m'a été indiqué aujourd'hui, plutôt, la première question que j'ai posée, c'est de savoir si la thérapie d'électrochoc a été donnée par une personne de compétence. On m'a indiqué que oui, la personne était tout à fait compétente. Supplémentaire. C'est vrai. Cette personne a été entraînée ou formée dans un collège communautaire. Le 29 mai 1986, voici ce que vous m'aviez dit, et je le rappelle. Cette procédure est utilisée seulement en dernier recours et seulement pour des périodes très courtes. Si l'on ne voit pas de résultats, on ne s'en sert pas et vous continuez. Et vous m'avez expliqué pourquoi Walter Midwestern n'utilise plus ces traitements depuis plusieurs années déjà. Pourquoi la femme de Darcy ou qui est à Darcy reçoit ce traitement depuis plusieurs années, tout comme ce jeune homme de 17 ans. Pourquoi n'y a-t-il pas d'autres programmes pour ces personnes? Parce que ce genre de thérapie, manifestement, ne fonctionne pas. Monsieur le Président, la jeune femme à laquelle fait allusion le député, avant sa thérapie, avait 100 incidents par jour de comportement très agressif. 100 fois par jour, elle réagissait de la sorte et maintenant, elle n'a plus que 3 incidents de ce genre et une fois qu'il n'y en aura plus qu'un, nous allons arrêter le traitement.
Nouvelle question, député de Hamilton East. J'ai une question qui s'adresse au ministre de l'Environnement et je crois que c'est une question très importante pour la région de Hamilton et certainement des conséquences pour tout l'Ontario. Le ministre connaît les résultats d'un comité spécial pour le nettoyage du port de Hamilton. Pour la première fois, Monsieur le ministre, vous aviez eu des chiffres économiques à l'appui concernant les changements. Il semblerait qu'entre 84 107 millions de dollars peuvent apporter ces changements et qu'on pourra peut-être même s'y baigner en 5 ans. Est-ce que le ministre va indiquer à nos députés et à tous les députés de Hamilton s'il est prêt ou non à faire ce qu'il faut pour qu'on puisse commencer à mettre sur pied ces plans tels que stipulés dans ce rapport pour qu'on n'ait pas un autre plan qui ramasse la poussière sur les étagères? Je sais, Monsieur le Président, qu'un aspect du problème dans le port de Hamilton est un problème assez important et qui a fait couler beaucoup d'encre dans la région de Hamilton. Lorsque les représentants de la municipalité de Hamilton et les représentants de la région de Hamilton sont venus me voir pour discuter des fonds concernant le nettoyage du port de Hamilton, et c'est là qu'un volet de ce programme. J'étais fort heureux de leur dire que la province était prête à consacrer 1,5 million de dollars à cette époque. Ils étaient fort heureux de voir ce grand pas dans la bonne direction, et je leur ai dit que j'ai essayé pendant... Ils m'ont dit plutôt que ça fait 5 ans qu'on essaie d'obtenir ce genre de mesures. La raison pour laquelle j'indique ceci, c'est que il faut voir les propositions faites. Il sera aussi que le comité, qui avait, je pense, 48 représentants, entre autres, qui ont donc proposé des propositions et ont fait des recommandations que le gouvernement allait les examiner. Je crois que beaucoup des questions et des suggestions plutôt sont très positives et que le gouvernement provincial va certainement assumer son rôle très important dans le cas du port de Hamilton. Supplémentaire, le député de Hamilton-Ouest. Monsieur le Président, je pose alors que la question à savoir si les résidents de Hamilton pourront se baigner dans 5, 7 ou 9 ans, comme c'est indiqué dans le rapport, n'est pas une question importante par rapport à savoir ce que le ministre a l'intention vraiment de faire et de, dans le fond, rejoindre et discuter avec les groupes appropriés, et tenir compte des coûts et l'octroi des fonds par rapport au ministère. Est-ce que le ministre est prêt à prendre certaines actions en ce moment alors que nous sommes en train que nous avons déjà des propositions dans ce rapport? Le député a raison lorsqu'il indique que l'on devrait avoir plusieurs personnes qui participent à la prise de décision et certainement le secteur privé est l'un des joueurs de cette question et certainement divers niveaux du gouvernement devraient aussi participer. Je sais que ce député ainsi que d'autres députés de Hamilton sont fort préoccupés par la situation du port et que vous désirez que nous réagissions rapidement pour mettre sur pied les recommandations. Et je peux vous dire qu'une fois que j'obtiendrai ce rapport final et que je connaîtrai les résultats, les conséquences, je serai prêt à ce moment-là, je peux vous dire, à agir. Je ne crois pas que faire un rapport après l'autre serve à quelque chose. Je crois qu'on peut certainement supposer qu'il faille agir par rapport à ce qui est inscrit dans le rapport et j'ai l'intention d'agir. Dernière supplémentaire, député de Lakeshore. Je suis sûre que tous les députés sont heureux de voir que le ministre va agir par rapport au rapport et j'aimerais dire que le contenu du rapport tient compte surtout des contaminants bactériens dans le port de Hamilton. Est-ce que nous pouvons avoir l'assurance aussi que Stemco et une autre compagnie et d'autres compagnies qui, d'ailleurs, déversent leurs égouts dans le port seront également contrôlés, comme le comité l'a proposé? Comme j'ai déjà indiqué autrefois à la Chambre, en plus de la loi concernant les déversements dans les eaux, je puis indiquer que nous allons prendre d'autres mesures. Par exemple, lorsqu'on mettra sur pied une nouvelle stratégie dans le cadre municipal, on va traiter
d'autres aspects. Les municipalités et le gouvernement de l'Ontario aussi sera en mesure d'évaluer les problèmes afin de déterminer quels sont les produits chimiques qui sont déversés et de pouvoir réduire leur quantité. Par conséquent, cette loi concernant la réduction des produits déversés sera également efficace. Et d'autre part, une autre loi concernant la pollution de l'air aussi sera une façon de nettoyer cette région. Nouvelle question, les députés de Durham-York. J'ai une question qui s'adresse au ministre de l'Agriculture. Dans votre lettre, il est clairement indiqué qu'il y a, dans le fond, un troisième acheteur est entré en scène bien après l'entente qu'il y a eu avec Natural Fry. Est-ce que vous êtes prêt à indiquer ou être d'accord de dire qu'aujourd'hui, que dans le fond, les producteurs étaient encouragés à continuer de vendre à Natural Fry alors que ces pourparlers avaient lieu avec des représentants du ministère? Honte. Eh bien, Monsieur le Président, cette question déjà a fait l'objet d'une grande discussion au cours des prévisions budgétaires il y a une semaine et j'espère que l'honorable député aura une mémoire un peu plus juste, parce que déjà à l'époque, je vous ai décrit exactement la situation lorsque vous m'avez posé la question hier, c'est-à-dire que mon personnel et moi-même travaillons sur une soumission que nous étions prêts à discuter au cabinet concernant les suggestions de producteurs qui avaient, entre autres, vendu des pommes de terre à Natural Fry. Mais cela dépendait encore de la décision d'un troisième parti, en l'occurrence un investisseur. Or, cette compagnie a décidé de ne pas investir parce qu'il y avait une dette de quelques 750 000 $. Et lorsque cette compagnie n'était plus intéressée, la banque a mis sous séquestre la dite compagnie National Fry. Par conséquent, ce qui était important de voir ici, c'est que nous avions l'intention d'en parler au cabinet. Nous voulions faire une proposition pour qu'on puisse obtenir une somme d'argent pour venir en aide aux producteurs s'il semblerait que Natural Fry allait continuer à exister. Supplémentaire. Il nous semble très évident maintenant que les producteurs se sont vus promettre de l'argent et que cet argent devait provenir d'un fonds de 1,5 million de dollars et que vous n'étiez pas obligé de donner votre accord ici. Également, le bureau de votre adjoint parlementaire a téléphoné pour dire que les fonds allaient être distribués. Et nous savons aussi qu'il y a eu des visites au bureau du premier ministre concernant cette question. Est-ce qu'il n'est donc pas évident maintenant que des promesses ont certainement été faites à ces producteurs pour que ceux-ci continuent à vendre à Natural Fry alors que ces pourparlers étaient en cours et que ces gens s'attendaient à obtenir des paiements garantis concernant ces ventes? Alors, Monsieur le Président, l'honorable député sait fort bien que je n'écoute pas toutes les conversations téléphoniques faites par mon adjoint parlementaire ou par mon personnel ou ni même par le personnel du Premier ministre. Et que jusqu'à ce que l'honorable député puisse m'envoyer toute promesse écrite qui a été formulée par mon personnel, l'adjoint parlementaire ou une autre personne, alors dans ce cas-là, jusqu'à ce qu'il y ait ce genre d'action, je ne peux pas reconnaître vos allégations comme étant justifiées. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Question de privilège. Le député a fait une déclaration qui est fausse. Nous n'avons indiqué à personne qu'il y aura de fonds envoyés à qui que ce soit. À l'ordre. À l'ordre. Ce n'est pas du tout une question de privilège. Le député de Nickel Belt. Monsieur le Président,
J'ai une question. À l'ordre. À l'ordre. Alors, le député de Nickel Belt aimerait poser une question si les autres députés le lui permettent. Le député de Nickel Belt. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question qui s'adresse au ministre des Richesses naturelles concernant son intention d'arroser les forêts l'année prochaine. On avait indiqué que les produits chimiques ne seraient pas utilisés en 87. Pourquoi donc est-ce qu'on entend dire que toute cette question va être discutée en cabinet pour parler de l'utilisation éventuelle de produits chimiques, alors que dans le fond, la tordeuse d'épinette et autres maladies est en baisse? Est-ce qu'il peut nous dire pourquoi on recommence tout le processus? Eh bien, Monsieur le Président, nous ne recommençons pas de nouveau. J'aimerais simplement indiquer que le gouvernement fédéral nous a demandé d'effectuer des recherches. Nous n'avons pas encore offert de réponse pour l'instant et nous sommes très intéressés à voir ce que le gouvernement fédéral a à dire concernant la participation de toutes les provinces. La question nous a été posée, mais nous n'avons rien décidé encore. Je ne sais pas pourquoi alors il y a un débat. Le ministre sait certainement que lorsqu'on pulvérise les produits chimiques sur les forêts, cela tue tous les insectes. Et avec le DDT, cela tue simplement la tordeuse. On devrait lire une lettre de David Suzuki qui a été rédigée au Premier ministre. Le docteur Suzuki dit « Tout écologiste indiquera que c'est assez bizarre que de contrôler quelques insectes néfastes en tuant tous les insectes. C'est tout comme si on essayait de traiter du problème du crime à New York en tuant tous les New-Yorkais. Je ne comprends pas pourquoi on en reparle. On a déjà parlé de cette question de pulvérisation des forêts de l'Ontario. Il est certainement inutile de procéder de la sorte. Il y a certainement d'autres méthodes plus à propos. Vous avez posé une question. Monsieur le Président, je croyais que la réponse était très claire. Et j'ai même indiqué à l'honorable député que le gouvernement fédéral, pour protéger nos forêts, a demandé à la province de l'Ontario si celle-ci était prête à participer à un programme de recherche. Et le gouvernement n'a pas du tout parlé de produits chimiques. La question plutôt était de savoir si on pouvait examiner l'effet de certains chimiques, par exemple le BT, et l'effet d'autres pulvérisations biologiques. Qu'on étudie donc les résultats de l'utilisation de tels produits et les résultats seront donnés et nous allons voir quel sera le sort de la pulvérisation à l'avenir. J'aimerais également dire, Monsieur le Président, que nous n'avons pas du tout pris de décision. La question nous a été posée et nous procédons. Et lorsque nous obtiendrons une réponse, l'honorable député sera l'un des premiers à être mis au courant. Nouvelle question. Le député de Brock. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales. Je trouvais les commentaires du ministre à la suite de notre discussion sur les ventes de terrains à Vaughan assez déprimants et je veux lui donner une occasion de se racheter. Est-ce que le ministre va confirmer qu'au cours de notre réunion du 20 novembre, il avait parlé d'une enquête qui était en cours et qu'il apprécierait si je ne pose pas de questions concernant la vente de ces terrains pour 3 semaines? Comment est-ce que le ministre peut dire que notre parti n'a pas tenu parole alors qu'il sait que c'est ce que nous avons fait? Monsieur le Président, je me souviens de la réunion que j'ai eue avec le député de Brock, mais le député avait mal compris ou avait inventé ce mensonge que je voulais lui demander. À l'ordre. Je ne pense pas que j'ai entendu des chants de Noël.
Est-ce que le ministre a accusé un autre député? Je le retire, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le député de Brock a mal compris le message que je lui ai donné. Et je peux lui rappeler qu'à cette rencontre à laquelle il assistait, le ministre adjoint était présent, mon conseiller, le préposé aux communications était présent, et je n'ai jamais dit au député de Brock d'attendre 3 semaines. Ce que j'ai dit, Monsieur le Président, c'est qu'une enquête était en cours et je n'avais pas donné de date parce que comment puis-je donner une date finale alors que le rapport devait provenir de la Sûreté de l'Ontario et non pas de mon ministère? Merci, Monsieur le Président. Le ministre a eu son rapport depuis septembre. Et cela, avant de déposer le rapport dans la Chambre, son adjoint a fait des commentaires dans la presse ce matin, son sous-ministre, pardon. Les ventes de terrain n'étaient pas satisfaisantes. Le maire de la ville de Vaughan, Miss Jackson, avait dit que les circonstances entourant la vente restent un mystère pour nous tous. On parle d'un acompte de 10 000 seulement. Et le rapport provincial ne traite pas de cette question. Je dis au ministre, ça fait plus d'1 an que vous parlez de cette question. Vous avez reçu le rapport il y a plus de 3 mois. Vous parlez du rapport avant même de déposer le rapport. Pourquoi est-ce que vous attendez toujours avant de déposer le rapport en Chambre? De quoi avez-vous peur? Monsieur le Président, comme je l'ai promis jeudi dernier dans cette Chambre, je vais faire une déclaration demain à propos du rapport ou des conclusions du ministère et je vais faire une déclaration en Chambre demain. Nouvelle question, le député de Lakeshore. Je crois que c'est important. Est-ce que vous pouvez le faire après la période de questions? Le député de Lakeshore. Monsieur le Président, j'ai une question adressée au Premier ministre à propos du terrain radioactif à Scarborough. En septembre 1983, le Premier ministre, qui était alors chef de l'opposition, avait accusé le gouvernement de ne pas être intéressé par le fait que le terrain contaminé causait du cancer. Le gouvernement utilise l'excuse qu'il peut pas trouver un endroit où déplacer ces terrains pour ne rien faire. Monsieur le Président, ce gouvernement utilise un arrêté du tribunal pour ne rien faire. Est-ce que le Premier ministre peut dire à la Chambre pourquoi le gouvernement n'a pas transféré ce terrain pour les placer à Bruce Nuclear ou à Shark River? Monsieur le Président, je vais demander qu'une personne plus compétente réponde à cette question. Alors, cela a été référé au ministre du Logement. Monsieur le Président, si je comprends bien, on dit que la province n'a pas déplacé le sol. Vous savez que c'est une question d'ordre fédéral que nous allons transporter à l'ordre. Nous avons déjà indiqué à l'ordre. Est-ce que les députés sachent qu'il vaudrait mieux qu'elle ne parle pas? Nous sommes prêts à déplacer le sol dès qu'on aura réglé la question du transport avec le gouvernement fédéral. Je crois que j'avais déjà parlé de cette question au départ. Le transfert de sol ne doit pas attendre. Vous aurez pu le faire très longtemps avant
avant très longtemps, soit à Chalk River, soit à Bruce. Jusqu'à présent, vous n'avez rien fait. Et on a loué ces maisons à des gens qui vivent sur ces terrains où il y a un taux de radioactivité très élevé. Est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi le gouvernement a permis la construction des maisons sur ces terrains et qu'il permet à des gens de vivre dans ces maisons? Bien, Monsieur le Président, j'espère que l'honorable député n'utilise pas de telles tactiques pour effrayer les gens qui habitent ces maisons. Nous avons eu des experts pour étudier ces questions et ces experts nous ont affirmé que le taux de radiation ne dépasse pas le taux et ne présente le taux acceptable et ne présente aucun danger à la santé de ces gens. Nous savons que des gens pensent que c'est dangereux et c'est une question d'opinion. À l'ordre. Les informations que nous avons reçues, Monsieur le Président, de certains scientifiques nous font penser que ce sol ne présente pas de danger à la santé des gens qui vivent dans ces maisons. Et comme vous l'avez indiqué, nous devons le transférer. C'est une question qui doit être tranchée par les tribunaux et nous pensons que c'est mieux de voir cette question réglée une fois pour toutes. Nouvelle question, le député de Brantford. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie. Ma question concerne le Spectrum Semiconductor Company, anciennement appelé le LSI Company, qui avait reçu plus de 6 millions de dollars de financement du gouvernement. Est-ce que le gouvernement est au courant que les entrepreneurs qui travaillaient sur les rénovations des immeubles de cette compagnie ont abandonné les travaux en septembre parce que Spectrum n'a pas encore payé pour les travaux effectués plus tôt et en septembre, ils ont intenté des poursuites pour récupérer de l'argent d'un total de 3 millions de dollars. Je me demande si le ministre peut nous expliquer pourquoi vous n'avez rien fait alors que vous avez investi 3 millions de dollars dans cette compagnie et vous n'avez absolument rien fait pour une période de 3 mois et que la première fois que la Chambre a été avertie de ce problème, c'était novembre. Bien sûr, le député doit être au courant du fait que cette somme d'argent a été accordée par l'ancien gouvernement. Il y a plusieurs problèmes avec ce montant. C'est une des raisons pourquoi nous avons demandé une enquête. Nous avons demandé à la Sûreté de faire une enquête et de confier cette enquête à des comptables aussi. Question supplémentaire, le député de Cochrane Sud. Merci, Monsieur le Président. Ma question supplémentaire est au même ministre. Est-ce que le ministre peut nous indiquer pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu prendre les mesures afin de pouvoir surveiller de près cette enquête, cet investissement? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas protégé l'argent du contribuable? Pourquoi est-ce qu'il a accepté de rapport entre LSI, Technologies, Salient Data, Quadtech, et pourquoi est-ce qu'il a refusé d'étudier l'enregistrement de ces compagnies et que le seul achat fait par LSI était une voiture Mercedes-Benz? Ministre, Monsieur le Président, comme j'ai indiqué par les députés plus tôt, nous avons passé beaucoup de temps à nettoyer tout ce que vous avez laissé, tout ce désordre et tout comme ce que vous avez laissé concernant Wider. À l'ordre. Veuillez ne rien dire. Le député de Brantford. À l'ordre. Encore une fois, je vais attendre jusqu'à ce que vous êtes prêt à écouter une réponse. À l'ordre.
Réponse, Monsieur le ministre. Comme j'ai indiqué, quand nous parlons de WIDA, nous parlons de la société IDEA que vous avez créée, le comité de direction, les directives que vous avez données et tous les problèmes que nous devons régler. Et de la même manière, nous devons régler le problème de Spectrum aussi. Nouvelle question. Le député de Windsor-Riverside. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question adressée au ministre de la Santé. Je voudrais demander au ministre, compte tenu du rapport sur les maisons de soins infirmiers dans la province qui indiquait que la qualité de soins dans les maisons non commerciales était supérieure à ceux des maisons commerciales, est-ce que le ministre peut indiquer si son gouvernement est prêt à adopter un moratoire sur l'augmentation de maisons à but lucratif dans cette province? Je ne suis pas prêt à le faire. Je ne suis pas prêt à limiter le nombre de maisons de soins infirmiers qui sont exploitées pour des buts lucratifs par le secteur privé. Il y a de bonnes compagnies qui travaillent dans ce secteur. Il y a des problèmes parfois, mais je ne peux pas indiquer que je vais imposer un moratoire dans un système qui assure qu'il y a davantage de lits dans des petites communautés. Est-ce que le ministre peut confirmer ce que le sous-ministre avait dit? M. Reid avait indiqué que le gouvernement pensait qu'il faut augmenter le nombre de maisons non commerciales et que le rapport entre les deux catégories n'ayant pas changé, il faudra augmenter le nombre de maisons qui œuvrent sans but lucratif. Je ne peux pas confirmer cette déclaration, mais je peux vous dire qu'il y a des propositions qu'on avait demandées pour deux régions, à Cambridge et KW, à Kitchener, Waterloo. Et à Cambridge, il y avait une maison de à Kitchener-Waterloo, les 34 lits étaient accordés à une organisation qui était hautement recommandée au sein de la communauté. Nous allons indiquer ceux qui vont recevoir un certain nombre de lits et nous allons tenir compte de la possibilité d'offrir les meilleurs services et par quelle organisation. Nous pensons que c'est plus important plutôt que de penser s'il s'agit des maisons qui sont utilisées à des buts lucratifs ou non. Nous avons vu les résultats à St. Luke's Place qui avait reçu l'autorisation d'augmenter le nombre de lits dans le Cambridge. Et en fait, je peux dire qu'il y aura d'autres organisations sans but lucratif qui auront la même permission et j'ai l'intention de les aider le plus possible. Nouvelle question, le député de Cochrane Sud. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Technologie à propos de l'investissement de WIDA, un investissement signé par le Parti libéral. Je vous rappelle que le comité de comptes publics avait demandé une vérification d'une enquête sur un certain nombre de personnes reliées à cette question en août. Vous l'avez refusé. Vous n'avez jamais eu une vérification jusqu'à ce que la Société de développement de l'Ontario est entrée il y a 4 mois. Ensuite, vous avez fait appel à la Sûreté de l'Ontario en juillet. Nous voulons savoir pourquoi vous refusez systématiquement une enquête judiciaire complète dans cette question. Monsieur le Président, d'abord, j'ai entière confiance dans la Sûreté de l'Ontario et dans le procureur général. Je peux vous dire qu'une des raisons pourquoi le comité de comptes publics traitait de cette question, ce qu'il y avait
Ce qui était à l'origine de l'enquête à la sûreté, c'est parce que vous avez fait certaines demandes qui étaient restées sans réponse, et c'est que vous qui avez demandé qu'on demande à la police d'enquêter. Au comité, on avait dit que nous ne recevons pas les informations. Vous n'avez jamais obtenu une vérification, vous ne l'avez jamais fait pendant 3 mois, et entre-temps, les personnes responsables ont quitté le pays. Vous n'avez pas fait appel à la sûreté avant que la compagnie soit placée sous séquestre. Nous avons demandé l'enquête par la sûreté parce qu'il est évident qu'on ne va pas obtenir des réponses de ce gouvernement. Est-ce que vous allez demander une enquête judiciaire, oui ou non? Le ministre doit savoir que nous avons collaboré avec le comité des comptes publics, et je sais que ce comité avait remporté ces réunions au moins 2 fois. Et en fait, c'est vous qui avez félicité la Société de développement de l'Ontario pour le rapport qu'il vous a remis. À l'ordre. Nouvelle question, le député de Etobicoke. Monsieur le Président, j'ai une question destinée au ministre très conservateur de la consommation et du commerce. Est-ce que le ministre admettra que la proposition qu'il a émise aujourd'hui permet aux constructeurs de vendre des maisons pour des propriétés où il n'y a aucun permis accordé? Est-ce qu'il va admettre que c'est là le problème? Et pourquoi est-ce qu'il n'interdit pas cette pratique? Monsieur le Président, le député doit savoir que les constructeurs doivent avertir les acheteurs de l'état de ces propriétés. Et cela doit être inclus dans la documentation que les acheteurs doivent recevoir. Et j'aimerais émettre un commentaire bref sur la question que les maisons étaient vendues sans l'enregistrement. Mais c'était un des problèmes, mais ce n'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est qu'il y avait très peu de constructeurs. Et encore une fois, je voudrais dire que les 2 partis de l'opposition ne font qu'attaquer l'industrie de la construction. Cette industrie est un des plus grands employeurs de la province. Et ce que nous avons, c'est qu'il y a quelques constructeurs qui créent des problèmes que nous allons régler. Je crois que ce n'est pas juste de dire que toute l'industrie est responsable et qu'on devra pénaliser tout le monde pour les erreurs de quelques-unes. Je ne critique pas toute l'industrie. Et en fait, j'aimerais que vous mettez en pratique les politiques qui existaient avant que les conservateurs ne détruisent les politiques. Est-ce que le ministre n'est pas d'accord que quand moi-même et un certain nombre d'acheteurs des maisons Ryan nous nous sommes rencontrés avec les constructeurs, les responsables de Ryan Homes, on voulait établir un contrat standard qui accorderait un certain équilibre aux intérêts des constructeurs et ceux des acheteurs. Aucune association n'avait pensé que c'était quelque chose de responsable. Alors pourquoi est-ce que le ministre n'a pas formulé un tel contrat afin de protéger les consommateurs de la province? Monsieur le Président, le député doit savoir que la déclaration faite hier a été faite par l'industrie et non pas par ce ministère ni par ce ministre. J'ai dit aujourd'hui ce que moi je vais faire au terme du nouveau programme de garantie. Cette déclaration fait suite aux consultations avec l'industrie. C'était leur façon de résoudre le problème. C'était pas ma solution, c'était leur solution. Ah, le député de Brampton. Okay. Nouvelle question, député de Brampton. Monsieur le Président, ma question s'adresse au procureur général. Monsieur le Président,
Il y a beaucoup d'appels en ce moment, en cours d'appel, surtout des appels d'ordre criminel, qui, d'après les règlements actuels, requièrent certaines demandes. Et dans certains cas, on doit entendre les causes en même temps. Alors, j'aimerais poser certaines questions concernant le système de justice. Je me demande si, entre-temps, on pourrait peut-être examiner une autre possibilité, c'est-à-dire qu'on modifie les règles pour qu'une demande d'absence ou de congé soit changée. Alors, justement, nous parlions de cette question. C'est étrange comme coïncidence. Et pour ce qui est des questions juridiques, je prends les propositions très au sérieux, surtout pour ce genre de questions. En plus, ça ne coûte rien. La suggestion que l'honorable député vient de faire est une suggestion très intéressante et cela concerne entre autres un comité qui préoccupe beaucoup le gouvernement. Et je suis prêt à demander au comité de réglementation d'examiner cette question. Supplémentaire. Monsieur le Président, en plus de la demande de congé, plus particulièrement de options de passer en appel, je demande si le procureur général serait prêt à examiner un autre moyen parce que là aussi, nous avons des problèmes et que peut-être on pourrait avoir une conférence préparatoire et que peut-être on pourrait fonctionner ensuite comme d'habitude. Je ne suis pas sûre que je puisse être aussi enthousiaste par rapport à cette possibilité d'interjeter en appel, mais en général, faire deux choses séparées d'une chose, c'est peut-être pas une chose optimale. C'est ce que l'on propose, mais je serais quand même prêt à examiner cette situation et demander au comité de l'examiner. Je demande une question maintenant au ministre de la Consommation et du Commerce concernant la loi pour aider les nouveaux propriétaires. Et je ne vois pas du tout ce qu'il fait pour protéger ses propriétaires, à savoir le constructeur, qui est-ce que ça va être? Alors qu'on ne sait pas du tout qui va être l'entrepreneur. On ne peut pas dire qui est l'entrepreneur parce qu'il n'y a pas de registre d'entrepreneur. Et si on va voir cet entrepreneur, il se peut que cet même entrepreneur opérait sous un autre nom l'année dernière. Quelle est la garantie que, dans le fond, un entrepreneur avec qui on aura affaire est une personne de réputation et va respecter son contrat? Le ministre, si le ministre avait écouté l'annonce hier et qu'on a vu que l'industrie de la construction allait maintenant devoir être conforme à une nouvelle forme de contrat, on devra avoir le nom de la personne responsable. Par conséquent, on va le savoir. Et également, par le truchement du New Home Warranty Program, si un constructeur ne doit plus exercer cette profession parce qu'on a révoqué ce permis, on pourra le déceler. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas encore tenu compte de ce problème parce que lorsque vous parlez de modification, il n'y a rien ici dans cette modification qui indique qu'il va y avoir une annexe au contrat qui stipule ceci. Et de votre déclaration, on n'en parle pas du tout. Ça, c'est ma première chose. Deuxièmement, il n'y a pas de garantie que le propriétaire, c'est ma question, il n'y a pas de garantie que l'entrepreneur est une personne de réputation et que, dans le fond, il ne va peut-être pas fonder une compagnie avec quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous retiriez complètement une personne du secteur de la construction? Monsieur le Président, l'on pose une question intéressante. Est-ce que, dans le cas où quelqu'un propose de fonder une compagnie avec responsabilité limitée,
et que cette personne, dans le fond, puisse continuer à exercer ou avoir une compagnie. Or, il y a beaucoup d'industries où on voit ce genre de choses se passer. On essaie d'être vigilant et de s'assurer de voir qui sont les personnes responsables. Et si l'on voit qu'il s'agit de mauvais éléments, nous allons examiner la situation et appliquer la loi. Nous œuvrons également dans ce secteur. Nous l'avons proposé d'ailleurs. Nous proposons de publier une liste des personnes de réputation afin que les consommateurs puissent se fier à une liste qui donnera le nom de toutes les personnes qui sont de réputation et que ces personnes tiennent compte de leurs obligations. Nouvelle question, député de Hamilton-Est. Ma question s'adresse au ministre des collèges et des universités concernant la dette des étudiants et entre autres Teresa Cooper qui, après 4 ans d'avoir fréquenté le Ryerson Political Institute, a terminé ses études, avait 10 000 $ de dette, est devenue apprentie à 470 $ par mois. Mais ensuite, elle a également travaillé et l'année suivante a obtenu une dette de 1 200 $. Et en plus, sans arrêt, des agences de recouvrement viennent la voir. Les réponses ont été très vagues lorsqu'on a demandé qu'est-ce qu'on peut faire dans son cas. Je demande simplement une chose très simple, c'est de savoir est-ce que le ministre va redéfinir ayant un emploi en vertu de la loi sur les prêts accordés aux étudiants, au SAP, sans que cette personne soit obligée d'obtenir plus d'intérêt ou bien d'être remboursé tout de suite, à moins d'avoir un emploi à temps plein. Eh bien, Monsieur le Président, c'est une question très simple, mais une situation très complexe. Je sais que mon collègue de Hamilton-West a déjà posé en public la question concernant Teresa, et je dois indiquer que de cette dette de 10 000 $, tout sauf 400 $ devait être remboursé au gouvernement fédéral. Et nous avons des problèmes avec l'aide financière aux étudiants. C'est que, dans le fond, le fédéral n'a pas modifié son programme pour aider les étudiants lorsqu'ils ont terminé leurs études. Également, dans mon ministère, nous avons grandement amélioré le système d'aide financière aux étudiants. Par exemple, nous avons maintenant une augmentation de 8 % au cours de cet exercice financier. Également, nous avons d'autres réductions concernant les frais d'inscription, sans compter qu'il y a beaucoup d'améliorations lorsqu'on pourra obtenir, au moment où l'on pourra obtenir ce prêt. Alors, c'est une question que nous examinons, mais pas dans un contexte circonscrit. Au contraire, nous essayons d'avoir des améliorations beaucoup plus globales à ce système de prêts étudiants en Ontario. Vous parlez de solutions globales, mais vous ne voulez pas tenir compte des cas particuliers. Et je ne crois pas que ce soit juste comme ça de simplement reporter la responsabilité au gouvernement fédéral, parce que la portion d'octroi qui viennent de l'aide financière de l'Ontario a également fait l'objet de recouvrement. Pourquoi est-il impossible aujourd'hui, lorsque le ministre a déclaré dans sa première déclaration que la réforme de l'aide financière aux étudiants serait sa priorité? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas nous dire, par exemple, qu'il va augmenter les critères d'admissibilité pour l'octroi pour que, par exemple, ils ne soient pas endettés comme ils le sont en vertu des dettes, le ministre, et que l'on puisse redéfinir les critères de plein emploi, comme je l'ai indiqué plus tôt? Eh bien, Monsieur le Président, j'entends que le représentant des étudiants, le président des étudiants de l'Ontario est ici parmi nous dans les tribunes, et je crois que c'est bien parce qu'il est certainement intéressé à cette question. Et je puis lui dire, et il le sait fort bien, que certainement le ministre des collèges et des universités est certainement responsable pour cette question d'aide financière aux étudiants. Et nous l'examinons tout à l'instant, cette question. Et comme je l'ai indiqué au président des étudiants de l'Ontario, nous aurons probablement terminé notre étude sous peu, probablement au printemps, en avril. Donc, j'ai déjà indiqué que nous allons travailler dans ce domaine.
Je ne peux pas lui dire que ceci sera entré en vigueur tout de suite, aujourd'hui, immédiatement, mais je puis certainement lui dire que nous travaillons dans cette voie. Le temps pour les questions.